Bonjour, plutôt bonsoir. Certains ont passé la journée ici. Bon, c'était pas trop mal, c'est bien. Il fait un peu chaud. Bon, écoutez, merci encore d'être nombreux. Et nous allons ouvrir cette dernière table ronde de la journée sur un sujet utopique. Il faut un peu d'utopie quand même, n'est-ce pas? Nous allons parler de l'horizon binational, mais comme vous l'avez vu, nous avons mis binational, l'horizon binational, en point d'interrogation. Je sais que mon ami Jean-Paul est tout à fait opposé, non, à l'État binational. Écoutez, tentons cette réflexion aussi. Vous savez bien, comme je l'ai dit ce matin, que le projet d'État binational a été caressé très tôt, dans les années 20-30, sous la dénomination de Brit Shalom. Je traduis Alliance de la paix. A été fondée une association en 1925. Il y avait même un futur homme d'État comme Rupin. Il y avait ces philosophes juifs allemands qui avaient quitté l'Allemagne lorsque la situation s'était dégradée et qui étaient partis en Palestine, comme le philosophe Gershom Scholem, Buber, Magnes, Hugo Bergman. C'était une volonté non seulement de paix, mais d'entendre et un projet d'avenir. Parce que certains d'entre eux étaient convaincus que les sionistes n'avaient pas vu la réalité de la Palestine. Cette réalité où figuraient également les Palestiniens. C'était peut-être un projet de colonisation, mais Herzl et d'autres n'ont pas trop vu les Arabes, les Palestiniens, ou n'ont pas voulu les voir. C'est plutôt ça, puisqu'il y a eu même un texte de Ahad, le poète Ahad, l'écrivain, Sheela Boeret, la question qui brûle, si on traduit ça littéralement, Sheela Boeret, qui parle du problème palestinien déjà au XIXe siècle, dans pas XIXe, les années 20, et parle de ces sujets très importants. C'est vrai que le projet binational a échoué, puisqu'on l'a considéré utopique, et les Palestiniens aussi ne l'ont pas accepté. Ce projet n'a pas été accepté ni par les sionistes, ni par les Palestiniens. À l'époque, c'est un projet, mais aujourd'hui, ce questionnement est lié à l'échec des deux États, à un conflit qui ne se termine pas et qui a des accès de violence terribles. Et là, c'est dommage que ce projet qui fut un projet d'avenir soit aujourd'hui un questionnement sur un échec. On aurait voulu dépasser cet échec et penser à deux États. Vous savez bien, monsieur, vous êtes démographe, et d'autres l'ont montré sur des cartes, combien aujourd'hui, même si on regarde une carte routière israélienne, deux États, la praticabilité de deux États semble impossible. Même si on a parlé de Jérusalem, enfin, comme tu l'as dit, ça pourrait peut-être être un règlement pour deux capitales, mais enfin, dans une vision plus large, cela, pour le moment, n'est pas possible. C'est vrai que, même s'il est considéré, cet ancien projet lié à l'échec est considéré aujourd'hui comme une réalité, puisqu'il y a une réalité, mais est-ce que tout le monde sera d'accord? On peut imaginer un État, une confédération suisse. Ce n'est pas nouveau et ça n'a pas échoué, la confédération suisse. Mais faut-il se donner les moyens? Laissons la question ouverte
et parlons ouvertement, sincèrement, de ce que nous pensons. Comme on a dit, ce n'est pas nous qui, avec ce colloque, changerons la situation. Dommage, parce qu'il y a de bonnes volontés ici. Hein. Bon, mais essayons de voir qu'est-ce qu'il en est. Parce qu'on parle aussi de cette question en Israël aussi. De plus en plus d'intellectuels et de personnalités parlent de cet État binational. Alors nous aussi, donc, on va parler comme eux, et je vais commencer par présenter les personnes qui vont intervenir. Nous sommes 2 femmes seulement, mais vous savez, c'est difficile de faire la parité, très difficile, parce qu'il y a peu de femmes qui travaillent sur ces sujets. On passe à la conférence suivante, celle de Jean-Paul Chagnolot. On s'excuse, nous avons oublié de lui faire un cavalier. Si, Jean-Paul... c'est un agrège. Ah, voilà. Jean-Paul Chagnolot est professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluence Méditerranée, auteur de nombreux livres sur le Moyen-Orient. Et il parlera de l'unique perspective pour lui, la création de 2 États. Merci. La parole est à vous. 10 minutes. Merci Esther pour cette invitation. Et j'avoue que j'ai un peu hésité à venir parler de ça parce que je crois qu'au fil du temps, on s'use. Et c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui parlent et d'autres idées qui surgissent. Sinon, on risquerait de se répéter. C'est malheureusement ce que je risque un peu de faire. J'étais pendant toutes ces années, je ne dirai pas combien de temps, mais longtemps avec cette idée qu'effectivement on pouvait dépasser ce conflit de différentes manières, et notamment avec des projets comme celui qui vient d'être intelligemment présenté. Mais au fil du temps, disons, mon enthousiasme a été quelque peu érodé par une réalité très concrète qui s'appelle, de manière très élémentaire, l'implacable rapport de force. Et deuxièmement, je crois en même temps que un rapport de force, quoi qu'on en dise, c'est forcément fragile. Je veux dire qu'à un moment donné, un rapport de force qu'on croyait établi dans un sens peut l'être de manière radicalement différente dans un autre moment. Et donc, dans le moment où nous sommes, on peut constater, comme Esther l'a dit, qu'il y a échec de ce projet qui était, par exemple, celui d'Oslo, qui était assez fondamental. Et en fait, je considère que cet échec n'en est pas vraiment un. Nous sommes dans une séquence. Et si on accepte l'idée qu'il faut prendre de la distance avec cette séquence et non pas être enseveli dans cette séquence, eh bien, on prend du champ et on peut voir un peu mieux les choses. On les voit sur de l'histoire longue. Et de ce point de vue-là, je dirais simplement 3 choses. Il n'y a pas d'horizon binational. Il faut donc une séparation. Et enfin, prendre en compte le rapport de force. Sur le premier point, il n'y a pas d'horizon binational, et je crois que la situation de cette séquence-là ne doit pas nous induire en erreur. La logique, c'est de dire, aujourd'hui, il y a un État qui contrôle un ensemble de territoires du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Et moi, je dirais tout de suite, ce n'est pas un État, c'est un pouvoir d'État, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a un État, l'État d'Israël, et qui, par ailleurs, en tant que puissance occupante, eh bien, occupe des territoires qui sont, sur le plan du droit international, très clairement repérés. On a évoqué les questions de frontières et d'armistice, mais très clairement repérés. Je n'ai pas le temps de développer ça. La Cisjordanie, avec Jérusalem-Est, on en a parlé tout à l'heure, et Gaza. Et donc, nous sommes là dans un schéma où on a, à mon avis, tort de globaliser. Et par conséquent, tel ou tel rapport, que je ne vais pas analyser ici, qui prétend qu'il y ait de l'apartheid partout, me paraît être un faux nez, un faux sens, un contresens. Il faut distinguer la réalité israélienne, où il y a des citoyens palestiniens d'Israël qui se battent pour l'égalité, parce qu'il y a une vraie question, et la loi de l'État-nation juif, de l'État de 2018, évidemment, renforce encore la nécessité de se battre sur l'égalité citoyenne, mais dans les territoires occupés, sous la puissance occupante, l'idée de parler d'égalité me paraît un non-sens.
La vraie question, c'est la liberté. On se bat pour la liberté, pas pour l'égalité. Et bien entendu, l'égalité, il faut en prendre en compte aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité, dans un tel schéma? Et même le terme d'apartheid me gêne. Parce que l'apartheid, c'est une conclusion, c'est une conséquence. Mais la réalité, c'est l'occupation et la colonisation. Il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas d'apartheid. C'était pourtant une situation du même type. C'est pour moi une situation coloniale. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité dans une situation coloniale? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-on vu quelque part dans le monde, dans l'histoire contemporaine, des indigènes réclamer face à la puissance occupante, à la France par exemple, l'égalité? Oui, c'était dans les années 20 en Algérie par exemple. Mais la réalité, ce n'était pas possible d'obtenir l'égalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité pour un jeune Palestinien qui a en face de lui quoi comme Israélien? Il a un colon armé, un soldat armé. Qu'est-ce que veut dire égalité dans un tel contexte? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut donc faire attention à ce terme, d'autant plus que, et ça c'est un des rapports que je n'aime pas et qui parle fondamentalement de l'égalité, mais finalement il exclut la dimension internationale. J'ai dit internationale, l'égalité des droits individuels. Et du coup on fait complètement... Enfin, on fait abstraction de la réalité internationale. Dans un rapport que je ne vais pas citer, celui d'Amnesty International, eh bien, par exemple, il n'y a pas un mot sur la fin de l'occupation. Or, si vous enlevez l'occupation, ben, il n'y a plus d'apartheid, évidemment. Donc, l'apartheid est une conséquence, car il y a effectivement apartheid dans les territoires occupés, pas en Israël, à mon avis, mais dans les territoires occupés, mais c'est une conséquence d'une situation coloniale. Et par conséquent, ça ne sert à rien de se battre sur ce terrain-là de l'égalité, il faut revenir aux fondamentaux. Sans parler du fait que la spécificité de cette situation historique, c'est bien entendu le fait que tous les Israéliens veulent un État à majorité juive. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Sinon, on est en contradiction complète avec les éléments fondamentaux du sionisme. Et il faut en tenir compte, c'est un rapport de force. C'est ma première idée. Donc il n'y a pas d'horizon binational, même dans cette situation où apparemment il y aurait un seul État. Une fois encore, ce n'est pas un État, c'est un pouvoir d'État. Un État sur Israël et une puissance occupante au sens du droit international. Ma deuxième idée, c'est de dire, et par conséquent, il faut aller vers une séparation. Une séparation, on peut imaginer plusieurs formules d'une séparation. Alors, évidemment, une de ces formules majeures, c'est l'État, un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et je dirais au moins 3 arguments pour ça. Le premier, c'est que, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, cette solution est la seule, finalement. Elle est politiquement nécessaire, puisqu'en dernière instance, de toute façon, on sait qu'on va échouer si on veut essayer de trouver une autre formule du type de l'égalité pour les raisons que j'ai évoquées. Le deuxième point, c'est que c'est juridiquement fondé. Alors le juridiquement fondé, il faut faire attention à ce terme. Ce n'est pas qu'il y a du droit international et qu'il faut respecter le droit international. Il faut se demander à quoi sert le droit international, d'où il vient. Le droit international, c'est un compromis entre États. Ça veut dire que ça donne à une action une légitimité. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas les règles formelles du droit, c'est la légitimité. Si vous regardez la résolution 242 de novembre 1967, vous ne trouverez même pas le mot palestinien. Vous trouverez simplement, à la fin, deuxième paragraphe, on parle des réfugiés, on ne dit pas lesquels. Si vous prenez la dernière résolution du Conseil de sécurité, celle de décembre 2016, la 2334, eh bien, il y a tous les éléments fondamentaux qui montrent la nécessité d'une autodétermination du peuple palestinien. C'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui est consacré. Les Palestiniens ont mis plus de 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas, pour obtenir ça. C'était une bataille terrible. En 1967, ils étaient inconnus. En 2016, ils sont largement reconnus depuis longtemps. Et je crois que c'est un acquis très précieux qu'on ne peut pas balancer comme ça. Il faut garder cette arme du droit qui peut se déployer en plus dans d'autres secteurs, comme par exemple, évidemment, la justice pénale, la CPI, sur lequel je reviendrai d'un mot tout à l'heure. Donc c'est vraiment un capital politique qu'on ne peut pas comme ça écarter en disant on va se battre pour l'égalité. Pour les raisons que j'ai évoquées, on va dans l'impasse, à mon avis. Puis la troisième raison, ce qui a été évoqué par Esther tout à l'heure, il n'y a plus de la place, il n'y a plus de la place. Alors ça, c'est un argument qui me fait bondir, Esther. Je bondis, tu vois, je bondis. La réalité d'un terrain est une chose, les dimensions politiques sont une autre chose. On pourrait prendre des exemples historiques, je ne vais pas revenir sur l'Algérie, évidemment, mais ce qui serait impossible matériellement voudrait dire que la politique et le politique n'auraient plus jamais aucun rôle. Et en plus, je pense que l'analyse du foncier en Cisjordanie,
Gaza, n'en parlons pas, mais même à Jérusalem, fait qu'il y a encore de la place. Même si elle était toute petite, ça serait quand même symboliquement, politiquement, nécessaire d'imposer cette idée qu'il y a évidemment une réalité possible pour un État palestinien, avec toutes les implications en plus pour les réfugiés palestiniens à l'extérieur, à tous égards, un drapeau, un territoire, tout ce qu'on voudra. Donc je récuse l'idée, on fait un débat sur l'idée que c'est matériellement impossible. C'est matériellement difficile, mais c'est politiquement possible dès lors qu'il y a une volonté politique. Et le problème, c'est pas que c'est matériellement compliqué, c'est que politiquement, il n'y a pas de volonté. Et j'en viens à mon troisième point, dans les 3 minutes 30 qui me restent, c'est... En définitive, on a un rapport de force. Et c'est ça qu'il faut regarder de manière très, j'allais dire presque cynique, lucide. Il faut évidemment que le rapport de force terriblement défavorable aux Palestiniens aujourd'hui soit modifié. Comment? J'en sais rien. Mais regardons 2-3 points. Le premier, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la communauté internationale? Réponse, elle ne bougera jamais. On l'a encore vu avec le petit tour de Blinken récemment ou l'accueil par Macron de Netanyahou hier. Elle ne bougera pas tant qu'il n'y a pas des choses fondamentales qui se passent. Et finalement, ces choses fondamentales, en dernier instant, c'est la violence. C'est la violence. S'il y a vraiment à nouveau un conflit, comme entre guillemets, de haute intensité, à ce moment-là, peut-être la communauté internationale va y aller. Sinon, elle ne bougera pas. Donc, il n'y a malheureusement pas grand-chose à attendre. Et en même temps, malheureusement, il va se passer des choses dans les prochains mois. Graves, très graves. Je ne veux pas être pessimiste. Et on n'est pas, comme disait mon ami Elias tout à l'heure, pessimiste ou optimiste, mais la situation est quand même difficile. En tout cas, il ne faut pas attendre grand-chose de la communauté internationale en tant qu'initiative à partir d'aujourd'hui dans la situation telle qu'elle est. Alors, qui peut vraiment bouger? Ce sont les Palestiniens, évidemment. Et moi, je n'ai rien à dire sur la question de la stratégie palestinienne. Rien à dire, c'est à eux de décider. Je ferai simplement 2-3 remarques. La première, c'est que sans unité, c'est une banalité que je dis, mais sans unité, on ne va pas très loin. Deuxièmement, sans légitimité, on ne va pas très loin non plus, c'est-à-dire qu'il faudrait un ressourcement, comme ça a failli se faire l'année dernière en 2022, et par conséquent, là, c'est aux Palestiniens de décider de la question de l'unité ou de leur ressourcement, ce n'est pas à moi d'en parler. La question de la coopération sécuritaire est évidemment un point essentiel aussi à traiter. Alors, Mahmoud Abbas a dit il y a quelques jours qu'il allait y mettre fin, mais en même temps, quand Blinken est venu le voir, je ne suis pas sûr qu'il était au bout, j'en sais rien. En tout cas, c'est une vraie question que cette coopération sécuritaire. Et puis, il y a un troisième point, moi, qui me fait réfléchir beaucoup, c'est cette jeunesse palestinienne. Le dernier sondage d'Haaretz, qui date d'il y a quelques jours, le dernier sondage d'Haaretz indiquait que près de 40% des Palestiniens étaient en faveur de la lutte armée. En faveur de la lutte armée. Et ça, c'était un sondage fait à la fois par les Israéliens et par les Palestiniens et qui touchait à la population palestinienne. Si on mettait ça spécifiquement sur les jeunes Palestiniens, ce pourcentage serait sans doute plus important. En d'autres termes, il y a là quelque part quelque chose de nouveau. Il y a 20 ans, on n'en était pas là. Il y a 15 ans, on n'était pas là. Et donc, il y a quelque chose de radical qui se met en place. Et pour conclure avec cette idée de rapport de force, quand je dis qu'il n'y a pas d'horizon binational, je crains qu'il y ait plutôt un affrontement entre deux nations qui va se précipiter. Et pour terminer, je ferai encore 2 remarques. La première, c'est que on a, pour l'avenir, puisqu'on parle de binational, il faut penser à l'avenir. Et qui est l'avenir? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse palestinienne, c'est la jeunesse israélienne. Or, la jeunesse palestinienne, je viens de le dire, elle est de plus en plus attirée par la lutte armée. Il y a une désespérance. C'est quand même une jeunesse qui, depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis qu'elle existe, cette génération, et les questions de génération, c'est très important dans l'histoire longue du conflit israélo-palestinien. Ils n'ont rien connu d'autre, ils n'ont pas connu de perspective, pas d'ouverture, rien. Tout est bouché, y compris évidemment sur le plan personnel, individuel, le plus immédiat. Et donc ils sont dans une forme de désespérance, et on en a vu les aspects très concrets, très dramatiques, très tragiques, jusqu'à un enfant de 13 ans, d'après ce que j'ai vu dans la presse. C'est quelque chose de terrible. Donc voilà la jeunesse palestinienne, avec en plus aucun relais politique, aucune organisation politique structurée en laquelle elle pourrait se projeter. Donc on est vraiment là, du côté palestinien, avec la jeunesse. C'est avec la jeunesse qu'il faut penser. Et si on regarde la jeunesse israélienne, là encore, le sondage d'Haaretz, c'est très inquiétant. C'est que on voit bien que cette jeunesse israélienne est de plus en plus radicalisée. Ils ont voté à 75% d'après le sondage pour la droite en général, et donc en partie pour Ben Gvir et les autres. Donc ce n'est pas un accident électoral, c'est en réalité une situation sociologique qui se traduit
dans les résultats électoraux. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. On a ces deux jeunesses qui vont sans doute de plus en plus s'affronter, en espérant évidemment que tout ce que je dis est tout à fait erroné. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Et je voudrais dire que je n'ai pas voulu dire, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de place. J'ai dit que la carte actuelle montre qu'il y a un gruyère pour arriver de tel endroit, je ne sais pas, de Ramallah à un autre village ailleurs. Vous regardez la carte, vous dites comment est-ce que un deuxième État palestinien est praticable. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de place. La réponse avec des tunnels et des ponts, tu sais. Voilà. C'est plus compliqué. Bon, merci beaucoup. Et je vais passer là à Denis Charby. C'est le seul qui parle 2 fois aujourd'hui. Merci. Attendez, je vais vous présenter. Oui. Il est professeur de sociologie, sciences politiques et communication à la Open University d'Israël, auteur de plusieurs livres, traduits d'ailleurs en français, sur Israël. Et voilà, même un livre très intéressant avec un recueil de textes qui est vraiment très utile pour ceux qui veulent une illustration de ce qu'on dit sur le sionisme, etc. Voilà, merci beaucoup. Très bien. D'être venu d'Israël. Et je viens d'Israël. Merci beaucoup. Et merci d'être patient. Je vais aller effectivement dans le sillage des propos de Jean-Paul Choniolo. Vous l'avez dit, Esther Benbassa, la tradition binationale est une longue tradition, et pas seulement d'ailleurs du côté des intellectuels qu'on a cités, Hadam, Bouber ou Scholem, mais également des hauts fonctionnaires, Roupin, les orientalistes de l'université hébraïque, mais également du côté palestinien. Les Nachachibi se distinguaient bien par, on va dire, une certaine, en tout cas dans leur opposition au Hosseini, par une certaine souplesse, ouverture pour cette forme-là. N'oublions pas, en 1947, le rapport de Loonskop, il examine les 2 plans. Et il dit d'ailleurs, il y a une majorité qui sont favorables à 2 États, mais en disant que si le 29 novembre, ça ne passe pas, eh bien c'est la solution fédérale qui passera. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, alors je saute effectivement l'étape 1968 où du côté de l'OLP on commence à évoquer l'idée d'une Palestine démocratique et laïque, mais il est vrai qu'aujourd'hui c'est moins dans la tradition d'Ahadam ou Bouber ou celle de la Palestine démocratique et laïque, mais on voit bien que cet horizon binational procède, et vous l'avez dit, et c'est clair, de l'échec sur le terrain, parce que ça fait, depuis 1991, conférence de Madrid, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2014, plus aucune négociation entre Palestiniens et Israéliens, et on peut se dire que voilà, la nature n'aime pas le vide, et voilà, il est rempli de nouveau par cette idée binationale. Je pense que la justification à l'État binational, il faut commencer par là, c'est bien entendu l'exiguïté du territoire. Je disais dans ce livre-là que vous citiez tout à l'heure, donnez-moi, non pas actuellement la Palestine mandataire, et d'ailleurs je n'aime pas dire Palestine historique, il n'y a pas de Palestine historique, il n'y a pas d'Eretz Israël, il y a une Palestine mandataire établie en 1922 lorsqu'on sépare la Transjordanie de la Palestine occidentale qui va finir par devenir Palestine et qui va déterminer d'ailleurs qui est palestinien. Ce n'est pas celui qui se trouve de l'autre côté de la frontière avec l'entité libanaise et syrienne. Il est syrien, il est libanais et il n'est pas palestinien. On aurait déplacé la frontière de 5 km, il aurait été palestinien, etc. Il faut bien se rappeler le caractère artificiel, caractère contingent de ces frontières et de ces identités. On aurait 250 000 et non pas 25 000 km², mais on n'aurait pas besoin de faire un État binational. Chacun aurait eu avec de la place, de l'espace, et je pense que les choses auraient été résolues. Mais on est justement dans cette exiguïté. Alors, je vais faire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure à propos du rapport d'Amnesty International, c'est-à-dire comment on lit cela en Israël, au sein, et encore une fois, d'un milieu qui n'est pas très, très large, mais enfin qui existe et qui pourrait être un partenaire au final d'une négociation avec les Palestiniens.
Alors, le premier point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est celui qui peut apparaître tactique, mais qui n'est pas seulement tactique. C'est OK pour l'État binational, pour ceux qui le soutiennent, pour ceux qui y sont favorables, je n'ai pas d'objection, je veux bien l'entendre, mais sous forme de recommandation, pas d'injonction. Voilà. C'est-à-dire, on peut dire, écoutez, on voit ce que ça a donné. 1947, vous avez cru qu'avec deux États, un État juif, l'État arabe de Palestine finalement n'est pas né, etc. Ça n'ira jamais. Il vaut mieux, on vous recommande, ce serait bien plus raisonnable, puisqu'on a parlé de raisonnable, de faire un État binational. Très bien, mais à condition que ce ne soit pas une injonction. C'est pas l'État binational sinon rien. Parce que là, ça apparaît toujours comme un peu problématique. Le deuxième, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'essaye d'être le plus ouvert, hein. Je fais pas seulement comme citoyen israélien, mais comme intellectuel ou comme chercheur. C'est qu'il y a dans la notion d'État binational, qu'on le veuille ou non, la reconnaissance de deux nations. Et donc j'estime, il me semble qu'il faut là une question de cohérence. C'est-à-dire, quiconque préconise l'État binational devrait illico presto dire « on s'est trompé pendant un siècle quand on a pensé que les Juifs n'étaient pas une nation ». Parce que toute la contestation du nationalisme juif, bon, en vérité, elle procède surtout du fait que les Juifs ont décidé d'aller en Palestine. Iraient-ils en Amérique ou en Allemagne, il n'y aurait aucun Palestinien hostile au sionisme. On a trouvé le sionisme un mouvement formidable. Ben, il se trouve qu'on a choisi Eretz Israël, oui, entre guillemets, et donc reconnaître encore une fois l'État binational suppose qu'on dise il existe une nation juive. Et c'est pas une religion qui, même s'il y a un lien particulier, une dialectique très particulière, mais ça me paraît également. Et ça suppose également de dire à ce moment-là, autrement on reste dans l'incohérence, que le sionisme n'est pas, je ne dis pas n'est pas un mouvement colonial, n'est pas qu'un mouvement colonial. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je suis pour l'État binational et le sionisme est un mouvement colonial. Non, parce que cette nation juive, elle procède du sionisme. C'est le sionisme qui a orienté, on peut le regretter, on peut le déplorer, mais voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a quand même près de 43%, 44% des Juifs qui habitent en Israël, même s'il y en a une partie qui remet en cause cela, on procède quand même de cela. Et donc, c'est un mouvement, certes, qui a eu, certes colonial, mais qui est également un mouvement émancipateur. Autrement, si ce n'est pas un mouvement émancipateur, pourquoi on va faire un État binational avec un nationalisme qui n'est pas émancipateur? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que il faut bien comprendre, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, si c'était un référendum, c'est ou l'État binational ou les deux États. Ben, allez, j'aurais peut-être voté pour l'État binational. Ce que l'on ne prend pas en compte, c'est que ce n'est pas un référendum avec deux catégories. Il y a une troisième catégorie. C'est un État binational qui va de la Méditerranée au Jourdain, sous domination israélienne et ne cédant absolument rien aux Palestiniens. C'est-à-dire, on va dire en gros la réalité d'aujourd'hui, mais qui serait acceptée. Or, et là, alors, on a parlé beaucoup d'optimisme, moi je vais parler de manière très pessimiste pour dire, moi je ne fais pas confiance à mes concitoyens israéliens pour arriver vers un régime d'égalité, etc. Je dirais même plus, ce n'est que prolonger, et on se retrouvera dans 20 ans et dans 40 ans, si Dieu nous prête vie, dans un colloque, pour dire « Ah, cet État binational, c'est les Juifs qui dominent tout, ils dominent l'économie, ils dominent la presse, ils dominent, etc., etc. » et on n'aura strictement rien résolu. Enfin, j'estime également, et là pour moi c'est quelque chose qui me paraît important de dévoiler, ou en tout cas de poser une question là-dessus, c'est que, et surtout, un Palestinien qui me dit je suis pour un État binational, je peux l'entendre à ceci près qu'il reconnaît, il admet en fait que la question d'un État palestinien n'est pas pour lui capitale. Et c'est là toute la différence. Quand on dit les Palestiniens n'ont pas eu dans leur histoire un État, et donc c'est peut-être ça l'avantage du sionisme. Le sionisme, c'est toujours pensé comme une révolution à bien des égards, mais surtout comme une restauration. On restaure quelque chose qu'on a connu. Or, j'estime, alors ça c'est pour les Palestiniens, mais quand il s'agit de personnes qui ne sont pas palestiniens, préconiser la solution à un seul État, ça signifie, il faut bien être conscient de ça, on a le droit d'y être favorable, mais ça signifie que l'on estime devoir priver les Palestiniens d'une indépendance. Bah, écoutez, ça me paraît assez gros, et je me demande si pour certains d'entre eux, ce n'est pas que pour eux, il vaut mieux que les Palestiniens renoncent à leur État national, pourvu qu'il n'existe pas un État sur cette terre qui s'appelle Israël. Le dernier point, et je finirai par là, et je vais faire la liaison avec l'intervention, et c'est 1 minute 30.
la liaison avec la conférence de ce matin, l'intervention de ce matin. Pourquoi le colonialisme, l'accusation d'Israël comme colonial a été supplantée par l'accusation d'Israël apartheid? Pas simplement à cause de ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire l'identité des pratiques en Afrique du Sud et en Israël. Non, c'est parce que c'est la solution qui est sous-jacente aux deux. Quand il y a colonialisme, il peut y avoir décolonisation. Et décolonisation suppose que la métropole renonce à son empire. Pire, sur la Cisjordanie, c'est un peu grand, mais enfin bon, allez, c'est le cas le plus bénin du colonialisme, mais quand même. Israël renonce à son empire et la métropole reste intégrale. Or, là, dans le cas de l'Afrique du Sud, on est sur 3 autres paramètres totalement différents. Le premier, il faut bien le dire, il faut bien le rappeler, s'il y a bien une chose sur lesquels Palestiniens et Juifs israéliens, judéo-israéliens, parce que israélien c'est aussi une citoyenneté, une nationalité, donc s'il y a bien une chose sur lesquelles ils s'entendent, entendez bien ce que je vais dire, c'est qu'ils n'appartiennent pas au même peuple. Les Palestiniens ne considèrent pas qu'ils n'ont pas pour ambition de faire partie d'un peuple palestino-israélien et idem pour les Israéliens. En Afrique du Sud, ce n'était pas le cas. Mandela a toujours considéré que blancs et noirs font partie de la nation sud-africaine. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais pensé en Afrique du Sud aller sur une solution à 2 États. Deuxièmement, il y avait une langue qui était commune, qui était l'anglais, et il y avait une religion qui était commune, car une grande partie des Noirs et des Blancs étaient chrétiens. Il y avait des Juifs, etc. Mais ça, nous ne l'avons pas. Et donc, de ce fait, cela m'apparaît beaucoup plus compliqué. Et puis, puisqu'on a parlé, dernière phrase, sur le modèle, les modèles qui existent. La Suisse, la Belgique, vous avez des noyaux francophones et flamands, des noyaux allemands, enfin des territoires qui sont séparés. Après, c'est dans le même cadre politique, pourquoi pas. Pour finir, je voudrais dire que il me semble que je ne veux pas fermer. Je comprends bien aujourd'hui que la solution à 2 États apparaît quelque chose de non actuel. Okay. Si ce n'est que c'est la communauté internationale qui tient encore, qu'il y a des éléments dans les 2 populations, même si elles sont minoritaires, qui tiennent également. Et surtout, et c'est ça qui me paraît important, je ne renonce pas à l'utopie de l'État unique, de l'État binational. Mais ne sautons pas l'étape du nationalisme palestinien à côté du nationalisme israélien, ça me paraît capital. C'est une fois que les 2 peuples auront appris à vivre à côté l'un de l'autre, séparés l'un de l'autre, qu'ils pourront ensuite envisager de vivre les uns avec les autres. Merci. Merci. Oui, c'est ton point de vue, je le respecte. Mais enfin, là, c'était un peu philosophique quand même, hein, parce que philosophique, pas au sens... si tu donnes tous ces éléments négatifs, c'est vrai, il n'y aura ni État unique et binational, ni 2 États. Parce que moi, je te retourne tes arguments, et les mêmes, et je te dirais comme ça qu'il n'y aura pas 2 États. Voilà. Mais c'est une vision, il faut réfléchir. Qui n'exclut pas l'État-nation. Qui exclut, mais pas vraiment. Non, par étapes. Comme l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas née au lendemain de... Ah oui, bon, d'accord, mais là, ça fait trop longtemps. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette vision. Merci. Je te le dis avec beaucoup d'humour. Hein, bien sûr, oui, mais... Bon. Je sais combien. Quelqu'un n'entend pas? C'est pas moi. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Youssef Kourbaj, qui est démographe, spécialiste du Proche-Orient et directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques. Monsieur, vous avez 10 minutes avec un PowerPoint. Il me semble pas très possible de faire 10 minutes. Mais enfin, si vous pouviez... oui, parce que jusqu'à ce qu'on mette le PowerPoint, on passera déjà 4 minutes. Et il ne marchera pas pendant 2 minutes, le PowerPoint, comme ça nous arrive toujours. Mais monsieur, vous n'aurez pas plus de 10 minutes. Oui, d'accord. D'accord, voilà. On est bien dans le 9 minutes, parce que je n'ai que 9 mois.
Alors, je commence par le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a eu une révolution démographique, en France surtout, avec une très forte baisse de la fécondité, à telle enseigne qu'un curé de campagne se lamentait en disant « on trompe la nature jusque dans les campagnes, on avorte, on pratique le coitus interruptus, etc. » 50 ans après, il y avait la Révolution française. Ce qui veut dire qu'il y a une corrélation forte dans l'histoire entre la révolution démographique et la révolution démographique. En Israël et en Palestine, on n'en est pas là. En Israël et en Palestine, la quantité prime la qualité. En Israël, il faut créer une communauté juive abondante, encourager le mariage précoce, avoir le plus possible d'enfants. Les pères et les mères fondateurs d'Israël, Ben Gurion et Golda Meir, ne se sont pas trompés à ce sujet. Voici ce que déclarait Ben Gurion. Sans accroissement notable de la natalité juive, nous sommes condamnés à devenir une minorité. Même si les menaces des dictateurs arabes d'exterminer Israël étaient déjouées par notre armée nationale. Négliger ce danger revient à dire « après moi le déluge ». C'est très beau. L'immigration seule ne suffit pas, il faut faire beaucoup d'enfants. Golda Meir introduit une nuance nataliste. Elle avait peur des juifs séfarades arabes qui débarquaient du Maroc, d'Irak et d'ailleurs. Elle voulait que la natalité juive augmente pour les Ashkénazes. Les dirigeants israéliens doivent donner l'exemple. Et ça, c'est mon propos. Quand les partis de gauche et laïcs, à partir du début de cette décennie, du début de ce siècle, étaient en pleine déconfiture, j'ai calculé ce que les députés israéliens de la Knesset avaient comme enfants. Et les résultats sont extrêmement intéressants. C'est sur lequel que j'appuie. Alors, voilà ce qu'était la Knesset en l'an 1996. Vous voyez la pyramide, la très belle pyramide, avec très peu d'enfants pour les partis de gauche, comme le Hadash, comme Israël Ba'alia, comme les travaillistes, comme le Meretz. Le Likoud est dans une situation intermédiaire. Les Palestiniens, les Arabes israéliens aussi. Mais dès que vous avez avec le Parti national religieux, la fécondité explose. 5 enfants pour le Parti national religieux, 6 enfants et demi pour le Moledet, 7 enfants presque pour le Chasse et 8 enfants pour le Degel HaTorah. Et la politique de population en Israël favorise le natalisme. Il y a des milliards de shekels qui sont dépensés derrière la ligne verte, mais surtout dans les colonies de peuplement en Cisjordanie, pour booster la natalité. Et grâce aux organisations non gouvernementales juives, on peut, comme ça, financer la natalité des Juifs en laissant de côté celle des Palestiniens d'Israël. Et ce que je soutiens, c'est que les populations suivent les injonctions de leurs députés. En effet, les Haredi à cette époque avaient 7 enfants en moyenne, 4,1 pour les religieux nationalistes et 2,5 seulement chez les laïcs. Et là, je voudrais, comme je suis un cinéphile invétéré, je voudrais citer un film que j'aime beaucoup. C'est le film de Amos Gitaï, Kadosh. Il met bien en relief l'importance de cette fécondité explosive
des religieux israéliens et dont le but ultime est de battre les laïcs. Un rabbin ultra-orthodoxe y déclare « Les enfants sont notre force. C'est grâce à eux que nous pourrons vaincre les laïcs qui gouvernent ce pays. Eux n'ont pas d'enfants. » Alors, voilà pour Israël. Est-ce que les Palestiniens vont rester silencieux face à cette fécondité de combat? Pas du tout, parce que les Palestiniens, à cette époque, mettaient 8 enfants par femme. C'est fabuleux. Les Palestiniens d'Israël étaient à 9,2 enfants. Imaginez, c'était à l'époque le double de l'Afrique subsaharienne la plus sous-développée. La survie, la peur du transfert surtout, jouait beaucoup, à telle enseigne que Yasser Arafat va exhorter la femme palestinienne à mettre au monde 12 enfants. 2 pour la famille, ce qui est logique, et 10 pour la cause, entendu la cause palestinienne. L'utérus des femmes devenait un instrument de combat. À cette époque, 43% des Gazaouis érigeaient la démographie comme l'un des principaux piliers contre l'occupation. Un médecin spécialiste de la lutte contre la stérilité déclarait « J'aide mon peuple à procréer et donc à ne pas disparaître dans les flots de l'immigration juive. Palestiniens, Israéliens, nous nous livrons une guerre démographique sans merci. » Récemment, Mahmoud Abbas va célébrer 218 mariages collectifs avec à la clé un cadeau de $4 000 par couple, suivi, excusez du peu, par Hamas à Gaza, où ils n'ont célébré que 80 mariages, car la natalité palestinienne, ils sentaient qu'elle se souffrait. C'est comme ça qu'Amira Haas, en 2018, a interviewé un père de 4 enfants, ce qui est pas mal, et qui lui a dit « Tout ce qui nous concerne est notre subsistance. L'électricité, l'eau, un peu comme à Beyrouth maintenant. On en arrive à se demander pourquoi avoir mis des enfants au monde. Quel long chemin parcouru depuis la première intifada. » En Israël, en revanche, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Le Statistical Abstract d'Israël, qui est mon ouvrage, ma Bible, mon ouvrage de référence, nous montre une fécondité juive en pleine explosion. Et en 2020, la femme juive israélienne avait 3 enfants en moyenne. En 2021, elle en avait 3,13, plus 4,3% en un an. Et en 2022, probablement une augmentation pareille. Quand vous pensez que la fécondité des Juifs en diaspora est en dessous de 1,5 enfants par femme, vous voyez combien Israël domine sur le plan démographique. Les Palestiniens d'Israël sont battus. Ils ne font plus que 2,8 enfants, donc bien en deçà des Juifs en Israël. Et évidemment, c'est toujours les ultra-orthodoxes et la droite la plus radicale qui mènent la danse. Les autres Palestiniens, en Cisjordanie, à Jérusalem, Est et à Gaza, vont être bientôt distanciés d'après mes projections, auxquelles je crois. Ils vont avoir de moins en moins d'enfants et se mettre nettement en dessous des Juifs israéliens. Et je pourrais dire que la rationalité démographique, parce que moi je crois personnellement qu'il ne peut pas y avoir développement, culture, savoir avec des fécondités ultra élevées. Or, la rationalité démographique aujourd'hui est en train de changer de camp. Elle passe chez les Palestiniens, elle quitte Israël. Et si on regarde les faiseurs d'opinion, là je me le suis livré, malheureusement le PowerPoint ne fonctionne pas, à vous montrer les écarts colossaux de fécondité
des députés israéliens de la Knesset de 2022. Je vais citer les chiffres. Si vous prenez les partis d'extrême droite ultra-religieux, 5,5 enfants en moyenne pour Force juive, 10 pour Noam, 6,5 pour le parti sioniste religieux, 8,1 pour le parti de la Torah et 6,6 pour le Chash. J'espère que vous êtes impressionnés par ces chiffres. À côté, même le Likoud fait pas de figure, il a la queue entre les jambes. 3 enfants seulement pour Netanyahou. Avigdor Lieberman, 3 enfants seulement. Yair Lapid, 3 enfants seulement. Benny Gantz, 4, c'est déjà mieux. Et pour les partis de gauche, Mansour Abbas, 3, et Ayman Odeh, 3. Et là, j'avais fait de beaux graphiques, malheureusement. Ah, vous les voyez, c'est bien. Qui montrent à quel point cette natalité est exubérante chez les uns et basse chez les autres. Alors, j'ai fait des projections pour le futur. Parce que ce qui nous intéresse comme démographe, ce n'est pas l'actuel, c'est le futur. Quand vous projetez les populations en Israël, des Juifs et des Palestiniens, de 2025 à 2065, vous avez une courbe de la population juive qui augmente de manière exponentielle. 8 millions actuellement de Juifs en Israël et 16 millions programmés en 2065. Bon, quand on sera en 2065, on pourra vérifier si ces chiffres sont exacts. Pour les Palestiniens d'Israël, on passe seulement de 2,2 à 3. Pas grand-chose. Donc les Palestiniens d'Israël vont diminuer et fortement avec le temps. Bon, c'est vrai que les projections du Statistical Office de Jérusalem en Israël sont bonnes, mais elles ne sont pas parfaites. Moi, en tant que démographe, je peux dire pourquoi ils comptent au moins le demi-million de Juifs israéliens vivant à l'étranger. En général, dans les recensements de population et dans les projections, on ne compte que la population sur place. Donc, il y a aussi, on inclut ce qu'on appelle les Juifs au sens élargi. Et là-dedans, c'est très drôle, qu'ils sont un demi-million qu'on rajoute à la population juive. Et là-dedans, il y a des Tcherkesses, des Circassiens qui sont musulmans de religion et qui sont donc classés dans la population juive élargie. On inclut évidemment aussi, mais ça c'est dans l'autre sens, les Palestiniens de Jérusalem-Est, c'est-à-dire 350 000, et les Syriens druzes du Golan. Mais on passe sur les petits détails. Si on prend la Palestine historique, et là on constate... En Palestine historique, pardon pour le mot Palestine historique, en Palestine du mandat britannique, on voit que Israël et Palestine, les Juifs seront majoritaires en 2065. Donc, il y a une illusion palestinienne, c'est qu'on va devenir les plus nombreux, mais il faut être honnête, comme scientifique, et leur dire, vous avez tort. En fait, les Juifs seront nettement majoritaires en 2065, 16 millions contre un peu moins de 14 pour les Palestiniens de l'Israël britannique. Donc, la démographie de combat des nouvelles majorités juives a été payante. Mais elle n'est pas suffisante pour créer un État-nation juif. De ce point de vue-là, il faut être réaliste. Il n'y aura pas d'État-nation juif, même avec une diminution relative de la population palestinienne. La seule façon de créer un État-nation juif, et je conclus là-dessus de manière un peu pessimiste, c'est de se débarrasser de Gaza. Gaza a été un boulet démographique à la fois pour les Israéliens et pour la Cisjordanie.
avec 2,5 millions d'habitants, qui vont devenir 5 millions d'habitants, le seul moyen pour Israël de créer un État-nation, c'est de dire « foutez-nous la paix, que Gaza devienne indépendante ». Et de ce point de vue-là, nous pourrons réaliser nos ambitions. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous étiez à peu près dans les temps. Hein? À peu près. Oui. Bah, écoutez, c'est passionnant, hein, la démographie. Là. Ah oui, ça. Bon. Et puis c'est un bon gagne-pain. Ah oui, je ne savais pas, mais c'est bien. Bon, Elias, last but not least, on va vous donner la parole. Elias Sambar est un historien, poète et essayiste palestinien, ex-ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Je vous donne la parole. Merci Esther, merci de m'avoir invité. Je vais faire le maximum pour être dans les délais tels qu'ils sont fixés. Le titre qui nous a été proposé, celui de l'État binational, est beaucoup plus une interrogation qu'un élément présent dans le réel. Et il est vrai que dès que nous sommes confrontés, je dis nous, là vous m'entendez? Bon. Donc le sujet qui nous a été proposé est une question et non pas une évidence. Il s'en est pas sur le terrain. Et comme toujours, pour des gens comme moi, comme beaucoup dans la salle, dès que nous sommes confrontés à une question, nous essayons d'élaborer des modèles, des figures théoriques et de voir un peu une sorte de préparation de ce qui pourrait arriver, sauf que pour le moment, nous sommes confrontés à une réalité où cette chose n'est pas du tout présente. Donc, je pense que ce qui serait constructif, avant tout, c'est de faire un état des lieux. Et à partir de l'état des lieux, après, chacun de nous, parce que nous suivons l'actualité, verra un peu comment les choses évoluent et surtout, comment les divers vecteurs, parce qu'une réalité des lieux, c'est des vecteurs en action, en mouvement, vont se croiser et à quoi ils donneront naissance. Donc, je ne vais pas parler de qu'est-ce que pourrait être un État binational, parce que pour le moment, c'est juste une élaboration. Elle peut être utile, elle peut servir comme pour des études de modèles. Nous n'y sommes pas du tout. Et je suis beaucoup plus proche du tableau qu'a dressé Jean-Paul Chagnolot. Je dois dire également, dans ce moment, dans une situation extrêmement volatile, la Palestine est sens dessus-dessous, la région est sens dessus-dessous, on n'y pense pas assez, le Liban est en voie de disparition, la Syrie est à 1,5 million de morts, l'Irak, on ne sait plus ce qu'il en reste, et ainsi de suite. Et ensuite, l'état du monde, au-delà de ce qui entoure la Palestine, est également en pleine ébullition. Donc nous sommes dans une espèce de cas de figure où tout est en train de bouger. Et c'est passionnant à regarder, c'est quand même un peu moins passionnant à vivre. C'est inquiétant, mais pour l'étude et pour les analyses, c'est formidable. C'est un cas très rare, car je pense que nous sommes en train de vivre une fin de période, non pas une étape nouvelle. Nous sommes dans de nouveaux temps et nous y sommes à plein. Et il va falloir non seulement continuer à observer les changements, mais également commencer à élaborer pour se dire qu'il y a des outils qui auraient pu servir dans les temps que nous avions connus qui ne sont plus adéquats. C'est qu'il faut qu'on invente également nos instruments. Dans ce cas précis, je voudrais juste dire ma grande déception, mais ça ne dépendait ni de moi ni de beaucoup de milliers de personnes qui pensaient comme moi, du fait que la formule des deux États soit devenue absolument impraticable. Elle est devenue impraticable non pas parce qu'elle était fausse, non pas parce que c'était un mauvais choix, mais parce que la réalité a fait que nous ne pouvons plus l'appliquer. Elle ne peut plus prendre pied dans le territoire, elle ne peut plus être réelle. J'ai beaucoup adhéré à cette conception, parce que je pensais que c'était une conception transitoire, qui permettait, au bout d'un siècle de conflit, donc une accumulation très très longue, de nous permettre une période transitoire durant laquelle nous pourrions élaborer, non pas la paix, mais une forme de voisinage harmonieux entre ces deux États. Et à partir de ces voisinages harmonieux, pouvoir commencer à déboucher, que le temps fasse son temps et qu'on commence à déboucher sur ce qui, pour moi,
et là une paix réelle, qui n'est pas une paix des traités, qui est une réconciliation. Les deux États auraient été une très bonne formule pour y arriver. Ils ne sont plus là. C'est fini. Et ils ne pourront plus être là. Le territoire, la réalité ne le permettent plus. Donc, voyons un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons au niveau de la situation palestinienne, que ce qu'on appelle apartheid, occupation, je ne vais pas entrer dans cette discussion. Nous sommes entrés dans une phase où le territoire, je vais tout le temps parler de territoire, car je pense que nous sommes dans une période durant laquelle les notions de territorialité pèsent plus lourd que les systèmes juridiques ou de droit qui sont appliqués aux personnes habitant dans ces territoires. Bien sûr, c'est fondamental, ce que subissent les occupés sur le plan de la loi. Mais aujourd'hui, ça se joue sur du territoire. Et au niveau du territoire, nous sommes entrés dans une phase d'annexion. Et une annexion n'est pas une occupation, c'est autre chose. Nous sommes en train d'entrer dans une phase avec des applications, des règles qui toutes vont dans le fait de parfaire une réalité annexée. En faisant cette politique, en allant dans cette tendance, on va commencer à faire une mutation forcée d'un certain nombre d'éléments qui ont constitué pendant très longtemps notre univers logique. Par exemple, et je voudrais vous en parler un peu, je pense que nous sommes en train d'assister, même si on va continuer à la voir sur les cartes, on va continuer à voir des gens qui en parlent, la ligne verte est en train de disparaître. Il n'y a plus un dedans et un dehors. Et ça, c'est un bouleversement, ce n'est pas simplement le changement des pratiques de la puissance occupante. Nous sommes en train d'assister à la fin de la ligne verte et nous avons eu un premier signal énorme que nous n'avons pas peut-être apprécié à sa juste valeur à la dernière guerre contre Gaza. Je ne sais pas si vous vous souvenez que des colons dans des bus venus de Cisjordanie ont traversé la ligne verte pour venir dans l'Israël de l'autre côté, remettre de l'ordre dans les villes où il y avait du grabuge. Ça, c'est une disparition spatiale. Ce n'est pas simplement que les colons sont plus actifs ou qu'ils interviennent plus. Nous sommes en train d'assister à un autre élément énorme. Quand un gouvernement d'un État qui existe depuis 1948 annonce qu'il est temps de judaïser la Galilée, mais la Galilée était chez toi. C'est quoi judaïser la Galilée? Ça veut dire qu'on est dans un bouleversement spatial qu'on ne pouvait pas imaginer. On y est. Qu'est-ce qu'il en sortira? Je ne sais pas, mais voilà une des premières données, à mon avis, qu'on ne peut pas sous-estimer aujourd'hui. L'autre, chez les Palestiniens, qu'est-ce qui se passe? Chez les Palestiniens, quelqu'un l'a souligné et c'est très important, nous avons encore une guerre entre Gaza et Cisjordanie. Il y a encore une guerre entre les deux factions qui sont au pouvoir. Ce n'est pas une guerre par les armes, mais il y a tous les jours des éléments de combat. Donc, il y a un fractionnement réel. Et qui n'est pas simplement le fait qu'on aurait du côté de Ramallah des gens un peu plus laïcs et du côté de Gaza des gens un peu plus religieux. Ça ne se passe pas au niveau des dogmes. Ça se passe là également au niveau d'un conflit territorial intérieur, sur le plan de l'intériorité palestinienne. Il y a également, au niveau palestinien, une autorité nationale qui reste. Elle n'a plus que deux fonctions par rapport à son peuple. La première fonction, et qui n'est pas anodine pour les Palestiniens, parce qu'il y a également cet aspect-là, c'est de payer 199 000 salaires tous les fins de mois. C'est quasiment 80% de la population qui ne travaille pas et qui vit de ces salaires payés par l'autorité nationale palestinienne. Si j'en reviens au volume des familles que Youssef a décrit, ça fait quand même quelques millions de personnes. Ces salaires, et je dois vous raconter des choses concrètes, ces salaires pendant des années, pendant tout mon travail au sein de la délégation à l'UNESCO, les salaires n'arrivaient pas. Aujourd'hui, quand ça se gâte,
les salaires arrivent partout pile poil. Car les salaires aujourd'hui servent de levier pour un certain nombre d'États, les Européens, les Américains, etc., à savoir, quand ça se gâte, on injecte de l'argent et on évite le pire. Donc aujourd'hui, l'autorité nationale sert d'une part à calmer le jeu en donnant des salaires, et ça les gens le réclament, sinon ils n'ont pas de quoi vivre, et de notre côté, au niveau des États qui pourvoient en financement, qui aident, une sorte de levier pour calmer le jeu quand ça se gâte. Mais à un moment donné, même avec les salaires, ça peut ne plus du tout marcher. Et ça, c'est tout ce qui reste de l'autorité nationale. Tout le reste des débats, est-ce qu'il est encore légitime ou pas, on peut mener tous les débats qu'on veut. C'est ne plus cela qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est ce levier qui sert à calmer le terrain. Mais le terrain pourrait ne pas se calmer. Vous avez compris qu'à partir de cette espèce de mouvance et de mouvement au sein du territoire, cette idée qu'il y a une ligne verte qui a disparu, nous sommes dans un terrain de guerre. Il n'y a pas d'autre terme. Nous sommes dans un terrain de guerre. Et cette guerre est en train de s'annoncer par plusieurs facteurs. Je vais les énumérer très vite. Vous avez peut-être constaté de plus en plus l'apparition des armes qui ont remplacé les pierres. J'ajoute un détail qui n'est pas anodin, qui n'est pas très ample pour le moment, mais qui pourrait devenir grave. Le gros de l'approvisionnement en armes du côté palestinien vient des unités de l'armée israélienne. Quand une armée d'occupation commence à vendre des armes, c'est un signe qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce n'est pas juste des gens qui sont un peu portés sur l'argent et qui se laissent avoir en vendant leurs armes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'habitude, c'est quand des armées d'occupation ne croient plus du tout à ce qu'on leur demande de faire. Mais dans tout ce que je vais décrire, nous sommes dans des débuts de processus. Ça n'est pas fini, tout ça. Le deuxième élément, il y a un foisonnement de petits groupes qui commencent à émerger dans tout le territoire palestinien. Ils ne sont pas coordonnés, et ce n'est pas un seul mouvement. Ça se passe à Naplouse, ça se passe à Jénine, ça se passe à Hébron, et ainsi de suite, comme un peu ce mouvement qui s'est appelé l'antre des lions, Arin al-Assad. Et ces mouvements, pour le moment, dès que l'armée israélienne apparaît, se heurtent en armes. La troisième chose qu'il faut voir, l'armée israélienne est déchaînée, presque comme si elle voulait arriver à une situation de guerre réelle. Sauf que toutes les cibles, pour le moment, toutes les cibles, c'est des camps de réfugiés. Les villes palestiniennes, les localités palestiniennes ne sont pas cibles de guerre. Et dans l'histoire des camps de réfugiés, on attaque bien sûr la portion la plus démunie de la population, la plus radicale, mais également il y a cette espèce d'inconscient récurrent, à savoir des réfugiés nouveaux pourraient rejoindre les réfugiés anciens. C'est-à-dire, il y a ce rêve d'une nouvelle Nakba. Aujourd'hui, ça semble totalement irréaliste. Mais je peux vous dire une chose, qu'à une semaine de la première Nakba, si on avait dit à mes parents, dans une semaine, vous allez être sur les routes, ils se seraient moqués de vous à mort. Tout peut arriver et tout peut ne pas arriver. Mais pour le moment, les camps sont la cible. Le reste de la société n'a pas encore bougé. Le reste de la société n'a pas encore bougé pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des lignes rouges qui n'ont pas été encore franchies. Je pense, par exemple, que le renforcement, le déploiement encore plus fort de l'annexion va faire bouger le reste de la société. Il y a également des lignes rouges comme, par exemple, l'esplanade des mosquées. Là, ça pourrait faire exploser toute la société. Et vous êtes certain que du côté du nouveau gouvernement israélien, certains y travaillent. Ils cherchent ça. Donc, on a une frange de la société qui n'a pas encore bougé, une autre qui est attaquée et qui est en première ligne, qui attaque, et ce foisonnement de petits groupes qui, je crois que c'est toi, Jean-Paul, qui l'a dit, dans les sondages, commence à dire le temps de la lutte armée est venu. Je termine, 2 phrases. Cette situation est en cours. Je ne sais pas à quoi elle aboutirait. Par contre, je suis très troublé
par un paysage que j'ai vu quand j'avais 20 ans, qui était le paysage que j'avais vu à Beyrouth après la défaite de 67, quand des dizaines de groupuscules se sont mis un peu partout dans le monde arabe, dans tous les partis politiques arabes également, à dire l'heure de la lutte armée est arrivée, et de ces foisonnements est né en 1968 le mouvement de ce qu'on appelait la résistance palestinienne, pas l'OLP, qui après s'est appelé l'OLP, et qui a fusionné et qui a donné le mouvement. Il y a une grande différence, parce qu'on pourrait me dire, tu rêves, tu n'es plus à Beyrouth et tu n'as plus 20 ans, c'est vrai. Mais, il y a une rupture historique terrible. Le mouvement que j'ai vu, moi, dans l'exil, il y a 50 ans, il est aujourd'hui au sein du territoire. Il n'est pas à Beyrouth. Et si ce mouvement fait sa liaison, nous sommes entrés dans un bouleversement total. Voilà, moi, ce que je vois aujourd'hui de la situation. Pessimiste, optimiste, je ne sais pas, mais voilà ce que je vois. Sinon, j'ai juste une chose à dire par rapport à ce que Youssef a dit. Je voudrais vous rassurer, les Palestiniens se sont calmés sur le plan démographique. Merci. Merci pour toutes ces interventions. Ni pessimisme, ni optimisme, mais quand même... Inquiétude. Ah oui, une grande inquiétude. Peut-être on n'aurait pas dû titrer comme ça cette table ronde, mais tu augmentes notre inquiétude. Oui, non, mais c'est bien, comme ça on rentre inquiet. On est venu inquiet, puis on rentre inquiet, encore plus inquiet. Bon, écoutez, je remercie toutes pour vos interventions, je l'ai déjà dit. Il faudrait qu'on quitte la salle très bientôt, parce que c'est obligatoire. La salle, on ne peut la garder que jusqu'à 18h. Nous sommes dans un monde bureaucratique et il faut respecter. Alors, ils ont été super, ils ont été très gentils pour laisser passer beaucoup de monde. On va poser des... Mesdames, messieurs, vous ne levez pas, il y a des questions. Mais il n'y a plus de temps, tu dis 18 heures. Non, on n'a pas, mais... Je peux finir? Oui. Merci. Bon, alors je vous donne 10 minutes. Ah. Non, mais 10 minutes pour des questions. Non, mais c'est vrai, ici, on ferme à 18h. Hein. Bon, c'est 10 minutes et je prends sur moi les reproches des présents et des bureaucrates. Bon, alors, court, pas de remarques, mais des questions. Très court. Là, on passe aux questions. Merci. Qui a dit cette phrase? Qu'est-ce qui a fait de nous des criminels aussi efficaces? Je crains que dans notre subconscient collectif, nous ne soyons pas entièrement repoussés par la possibilité d'un génocide palestinien. Je ne pense pas que nous, Israéliens, puissions être guéris sans l'aide des autres. C'est Jacobo Timmerman. C'est Jacobo Timmerman qui était un journaliste, écrivain, qui a vécu en Argentine et qui a été déchu de sa nationalité argentine. Il est parti en Israël, puis après il est revenu en... Ce que tu disais, Elias, cette question de intifada armée qui est sur les ports, qui frappe aux portes des Palestiniens, mais également l'armement des colons qui a été annoncé par Ben Gvir, Netanyahou et tout, etc., ça pourrait malheureusement rendre possible cette inquiétude qui a été exprimée par Jacobo Timmerman en 1980. Merci. Monsieur... C'est ça la question. Qui a dit ça? Heilbronn. Bon, il a voulu poser une question à la table ronde précédente et maintenant, on lui donne la parole. Alors, Bertrand Heilbronn, président de l'AFPS. Moi, je voulais dire qu'effectivement, nous partageons l'inquiétude exprimée par Elias Sambar. J'allais dire, tous les matins, il faut qu'on se lève en se disant, mais est-ce que notre niveau de mobilisation est à la hauteur? Est-ce que l'impact qu'on a sur la population française est à la hauteur des menaces qui pèsent sur le peuple palestinien? Vraiment. Sur la question de la table ronde, je voudrais juste dire que pour moi, droit à l'autodétermination, souveraineté, ce n'est pas la même chose que séparation. On a un modèle de séparation sous domination. Il existe, ça s'appelle Gaza. Donc si c'est ça le modèle qu'on veut,
il faut quand même qu'on fasse très attention. L'association que je préside ne préconise pas une solution par rapport à une autre. Mais ceci dit, j'ai été extrêmement intéressé par l'exposé de Caterina Bandini. La première fois que j'ai rencontré ce mouvement en 2016, c'était en France, à l'invitation du mouvement pour une alternative non violente. La deuxième fois, 2019, avec Myron Rapoport. Je suis vraiment bluffé par leur sincérité. Et ce qui me paraît extrêmement important, quelle que soit la solution qu'on préconise, c'est de mettre les vraies questions en premier. Et ce qui est remarquable dans ce mouvement, c'est qu'ils disent, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour la liberté de circulation? Qu'est-ce qu'on fait pour Jérusalem? Qu'est-ce qu'on fait pour les réfugiés? Et ça, je trouve que c'est, quand on commence à parler de solutions et de perspectives, il faut y aller sur ce genre de questions. Et donc, de ce point de vue-là, ça rejoint le débat sur l'apartheid. Parce que la question de l'apartheid, ce n'est pas un projet de dire qu'on dénonce l'apartheid, ça veut dire qu'on dénonce un crime contre l'humanité. Pardonnez-moi, si tous les Palestiniens, depuis Al-Haq jusqu'à l'OLP, disent « nous sommes victimes d'un crime contre l'humanité parfaitement défini par le droit international », on n'a pas le droit de fermer les yeux. Et je pense que derrière, ce n'est pas un projet, un État ou deux États qui est derrière. Derrière, ce qui inquiète particulièrement les officiels israéliens, c'est que derrière, il y a la perspective des sanctions, parce que c'est un crime contre l'humanité qui appelle des sanctions. Là-haut, quelqu'un veut parler? Élevez la voix, s'il vous plaît. Oui. Et présentez-vous. Je suis un élève de terminale. Un peu de jeunesse, ça fait du bien. Bravo. Ma question, elle est sur le point démographique. Vous disiez que les religieux et les partis plus à droite font plus d'enfants et donc vont être majoritaires dans le pays. Donc finalement, est-ce que le deuxième État qui verra jour plus tôt, ce ne serait pas un deuxième État en opposition, une sorte d'opposition entre un État, disons, à Tel Aviv et un État à Jérusalem, entre les ultra-religieux et les laïcs? Ça ajoute un énième problème. Bon, il y a d'autres questions? Il y a une remarque. Je peux faire une remarque? Courte. C'est extraordinairement courte. Ça n'existe pas. On parle du taux de natalité en Israël. Personne ne connaît le chiffre des Israéliens qui sont partis de ce pays. Aujourd'hui, on parle de 600 000, on parle de 800 000, j'ai lu 1 million, etc. Il y a en Israël des centaines de milliers de gens, de juifs israéliens, qui cherchent à obtenir un passeport européen, oui. Parce que le grand-père était polonais, parce qu'il était bulgare, parce qu'il était espagnol, parce qu'il était portugais, etc. etc. Pourquoi demandent-ils? Ils ne pensent pas partir, pas du tout. Mais on ne sait jamais. L'éternelle question. Non, alors, la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas aussi intégrer, quand on prévoit l'avenir, les inquiétudes des gens? Merci. On arrête là, j'ai dit le dernier. Bon, alors, vous répondez, pardon? Un mot amical, je voulais faire un mot amical pour Denis. Pour dire que j'étais heureux d'avoir entendu Denis ici, mais que j'ai préféré ses doutes de tout à l'heure à ses certitudes de maintenant. Ça valait bien la peine de te donner la parole. Je te taquine. Je te taquine. Tu sais bien que je te taquine. Bon, allez, maintenant vous répondez et on s'endort. Mais ils vont répondre peut-être. C'est sur la démographie peut-être. Sur la démographie, pour les Gazaouis, là, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? À mon avis, s'il y a une guerre civile entre Tel Aviv et Jérusalem, ce serait le rêve pour les Palestiniens. Mais ce serait plus l'objet d'un roman policier que d'une projection démographique pour les prochaines années. Oui, il y a entre 600 000 et 1 million d'Israéliens qui vivent à l'étranger et les queues devant les consulats et les ambassades sont, paraît-il, indescriptibles pour prendre des passeports étrangers.
Mais du point de vue démographique, il vaudrait mieux faire des projections sans tenir compte de ceux qui sont actuellement résidents à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux intervenants, pas seulement de cette table, mais de toute la journée. Ceux qui je ne verrai pas, vous allez à l'hôtel, n'est-ce pas? Tout va bien? Bon, très bien. Je remercie une fois de plus Esra. Esra, où est-elle, Esra? Comme d'habitude, elle n'est pas là. Bon, allez, merci à tout le monde. J'espère à tous nos partenaires, à tout le monde. Espérons qu'on a fait un beau colloque et on s'en souviendra. Ah, vraiment, bravo. Courageux, hein, c'est bien. Merci, c'était passionnant. Merci. C'est qu'on a un micro pour deux. Non, on va à la tribune, je crois, non? Non, non, mais... Ah oui, là, c'est... Non, mais là, ça s'en va bien, et puis... Un micro pour deux. Non, on va à la tribune, je crois, non? Non, non, mais... Ah oui, là, c'est... Non, mais là,